Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouvel épisode d'IA et Défi numéro 15. Et c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que c'est le tout premier épisode à recevoir une invitée. Et on commence par Asma Imtir, donc, qui est une jeune femme brillante qui, en plus de finir ses études dans 2 domaines, crée une entreprise autour de l'IA. Et on en parle bien évidemment dans la deuxième partie de l'émission. Car comme je vous l'avais dit la semaine précédente, l'émission maintenant sera divisée en 3 parties, c'est-à-dire les news comme d'habitude, avec après une partie interview. Et enfin, une partie où je vous laisse comme d'habitude la parole et vous pourrez agir du coup et même poser des questions à notre invité du jour, ce qui sera très chouette, je pense qu'elle sera très heureuse de ça. Petite nouveauté aussi, sachez aujourd'hui que l'émission est enregistrée le mardi à 14h sur LinkedIn, vous êtes tous les bienvenus pour l'enregistrement, d'ailleurs vous êtes quelques-uns là à arriver petit à petit, c'est parfait. Et pour le reste, l'émission sera diffusée maintenant tous les jeudis à 17h à heure fixe maintenant. C'est plus simple pour moi, pour l'organisation, pour le montage, car ça prend quand même pas mal de temps pour effacer les bêtises que je peux dire et puis et autres. Si vous voulez avoir l'émission pure telle quelle avec justement les bêtises et les bafouillements et les reprises, vous êtes les bienvenus le mardi à 14h sur LinkedIn, Arnaud Forward. Et voilà, donc je suis très heureux de commencer cette aventure avec Asma. Je vais vous la présenter tout à l'heure. C'est une jeune femme justement brillante. Et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Première actu du coup de la semaine, la CNIL qui dévoile son plan d'action. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc la CNIL, en France a annoncé son plan d'action pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle, en particulier des modèles génératifs comme ChatGPT. La CNIL avait déjà prévu de légiférer sur les caméras augmentées et face à l'émergence de l'IA générative, elle juge nécessaire de légiférer rapidement dans ce domaine. Enfin oui, forcément, heureusement. Alors oui, toutes les semaines, c'est vrai qu'on revient beaucoup sur les lois, mais c'est ce qui fait un peu bouger le monde de l'IA actuellement. Vous allez voir, on va parler des États-Unis, etc. Pour l'instant, on parle de la France, c'est ce qui nous concerne nous. Mais l'IA générative, ça utilise des milliards de données existantes pour générer du contenu original. Et c'est devenu extrêmement populaire aujourd'hui, en 5 mois de temps. Je vous rappelle que l'Italie, de son côté, elle, avait bloqué ChatGPT, en mettant justement en avant la conformité avec les RGPD. Alors cette restriction a été retirée, fort heureusement pour les nouvelles générations qui apprennent à utiliser cet outil. Nous ça va, on n'a pas été jusque là. Mais la CNIL a quand même mis en place des services dédiés aux questions technologiques, à l'éthique de l'IA. Alors j'aimerais bien moi justement en apprendre un petit peu plus sur ces services, mais on sait que voilà, ils ont 3 missions, c'est comprendre le fonctionnement des systèmes d'IA, leur impact sur les utilisateurs et encadrer le développement des systèmes d'intelligence artificielle, respectueux de la vie privée et des données personnelles, en accompagnant les acteurs innovants dans le secteur de l'IA en France et en Europe. C'est bien, c'est une bonne news, c'est une bonne chose, c'est vrai qu'on en parle souvent, enfin quasiment toutes les semaines, on a des retours comme ça sur les lois mises en place par la CNIL, par l'Europe, entre guillemets. Ça commence à vraiment bouger très très fort, et c'est là où je vous dis que ça montre aussi l'importance de l'IA. Beaucoup sous-estiment l'IA, mais si aujourd'hui la CNIL, si aujourd'hui l'Europe tremble, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, de la puissance que ça peut générer, c'est pas pour rien, c'est parce que ça va très très vite, on le voit là, en 4-5 mois, ça a évolué à une vitesse folle, et il faut s'attendre d'ici une année à ne plus du tout reconnaître dans ton environnement justement numérique, et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, et bravo la CNIL, et j'espère que pareil l'Union Européenne vont faire plein d'autres belles choses justement à ce niveau-là. En parlant de ChatGPT et d'OpenAI, Sam Altman donc plaide une réglementation de l'IA devant le Congrès américain, et là du coup on passe de l'autre côté l'Atlantique avec Sam Altman, on commence à bien connaître maintenant, le PDG d'OpenAI, le développeur de ChatGPT justement, a plaidé une réglementation donc de l'IA lors de son audition devant le Congrès américain le 16 mai 2023 et a souligné l'importance de la régularisation pour atténuer les risques potentiels que l'IA pose aux individus et à la société et à la sécurité nationale. Altman a mis en garde contre les dangers de l'IA, y compris les problèmes de désinformation et les chocs économiques, et a exprimé son souhait que des systèmes comme ChatGPT soient audités de manière indépendante avant leur publication. Il a également mis en évidence le rôle crucial que les gouvernements doivent jouer dans la régulation du développement de l'IA, en soulignant que l'IA était plus puissante, doit développer avec des valeurs démocratiques. Américain quoi, entre guillemets. Cependant, Altman a également averti que la régularisation pouvait présenter des risques, en particulier si ça ralentirait justement l'industrie américaine au point de vue des autres pays comme la Chine, qui progresse extrêmement rapidement. C'est très silencieux pour l'instant, c'est vrai qu'on avait vu Baidu, mais la Chine est un peu sous les radars, mais c'est pas pour autant que ça travaille pas, loin de là. Et je pense qu'ils vont nous sortir des IA, je pense qu'on va être amené à être impressionné extrêmement vite. Je pense moi que cet été ou pour la rentrée justement, on va avoir des très grosses news, du côté de la Chine en tout cas. Et justement, il dit qu'il faut pas étouffer la recherche indépendante, etc. Le problème c'est que si on commence à mettre
des audits du gouvernement, les petites sociétés qui vont, elles, essayer de créer des IA, etc., éthiques ou autres, qui n'ont pas les moyens de Sam Altman, qui n'ont pas les moyens d'OpenAI aujourd'hui, est-ce que vraiment ça va pas leur tirer des balles dans les pieds, justement? Est-ce que c'est pas, Sam Altman ne demande pas ce genre de protection aussi pour justement couvrir sa supériorité pour l'instant sur l'IA? Je sais pas, c'est un peu particulier, mais j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus dans les semaines à venir. Chez Apple, les employés n'ont plus le droit d'utiliser ChatGPT. Apple a interdit ses employés d'utiliser le logiciel d'IA ChatGPT dans le cadre de leur travail, donc invoquant les préoccupations concernant la confidentialité des données. Selon un rapport du Wall Street Journal, la société craint que l'utilisation de programmes tels que ChatGPT puisse entraîner la divulgation de données confidentielles. ChatGPT, développé donc par OpenAI, a la capacité d'envoyer des données aux développeurs pour améliorer les modèles d'IA utilisés par la plateforme. OpenAI n'est pas à l'abri de piratage ou d'erreurs techniques. Bien au contraire, d'ailleurs, la semaine prochaine, on recevra un expert en cybersécurité, on parlera de tout ça. Bien évidemment, enfin, pour tout de suite rebondir là-dessus, c'est que il faut interdire sur des grosses sociétés, il faut interdire l'utilisation de ChatGPT. Parce que, pour le coup, là, OpenAI, je pense que ça devient intéressant. Autant la PME du coin en France, je pense qu'ils s'en foutent royalement. Autant une entreprise comme Apple, surtout. Si c'est les ingénieurs, si c'est les développeurs qui commencent à utiliser ChatGPT au quotidien, là, ça va intéresser OpenAI parce que c'est des bouts de code qui sont livrés aux concurrents, à l'ennemi, entre guillemets. Et là, ça devient compliqué. Donc, c'est juste logique pour moi que Apple mette justement des grands freins sur leurs employés et qu'ils leur interdisent justement d'utiliser ChatGPT. Donc, Tim Cook, qui dit qu'il a des préoccupations concernant... Tim Cook, qui est le PDG d'Apple, qui dit qu'il a des préoccupations concernant l'évolution de l'IA, en particulier ce qui concerne les chatbots. Apple travaille actuellement sur ses propres grands modèles de langage et applications d'IA, avec un accent particulier sur l'amélioration de Siri, son assistant virtuel. Et c'est pareil, Siri, je mets ma main à couper que là, d'ici une semaine ou deux, on aura le nouveau Siri déjà qui va apparaître sur les mises à jour d'Apple. Et j'ai vraiment hâte aussi de voir ce que ça va donner. Oubliez Boston Dynamics, le prochain robot humain s'appelle Figure. La startup Figure est en train de faire des vagues sur le marché de la robotique avec son premier robot humanoïde nommé Figure One. Fondée en mai 2022, la société prévoit de développer son robot le jour de son premier anniversaire. Donc de dévoiler, son robot le jour de son premier anniversaire. Le robot est un bipède avec 2 bras équipés de 2 mains précises et mobiles. C'est vrai que c'est impressionnant. Pour le coup, on a pu voir des photos et voir quelques vidéos. Brad Hadcock, qui est le PDG de Figure, attribue le succès rapide de l'entreprise à un process de recrutement agressif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 51 personnes et on parle d'employés de Tesla, de Boston Dynamics, d'Apple, tous dirigés par le directeur technique Jerry Pratt, qui est un ancien chercheur de l'Institut en cognition humaine et mécanique en plus de 20 ans. Donc c'est que des pointures. Il y a 51 personnes, 51 mecs là qui sont ingénieurs, machin, etc. en robotique. Ils se sont tous mis ensemble pour créer une boîte qui s'appelle Figure, donc pour vous résumer. Et le but pour eux, c'est de sortir. Alors, normalement, la date anniversaire, on y est, c'est mai 2022, mai 2023, normalement, ça devrait être ce mois-ci. On devrait, pour la fin du mois, justement, apercevoir le robot réellement sur scène et voir ses capacités. La société reconnaît aussi l'impact positif que Boston Dynamics a eu sur le développement de l'industrie de la robotique, malgré le fait qu'elle reste un concurrent de taille. D'autres entreprises comme Sanctuary développent également des robots humanoïdes pour concurrencer Atlas de Boston Dynamics. Sachant que Boston Dynamics ont la majorité de leur financement vient aussi de l'armée. Et du coup, ça fait du bien d'avoir une alternative. Alors, je prends pas à partie, mais ça fait vraiment du bien d'avoir une alternative qui est plus business que militaire. Même si j'adore Boston Dynamics, moi j'oublie jamais que c'est avant tout l'armée qui finance tout ça pour avoir bientôt les robots humanoïdes sur le terrain. Et alors ce que c'est bien, ce que c'est pas bien, déjà la guerre pour moi c'est pas bien, il y a pas de débat. Mais voilà, ce que c'est bien qu'aujourd'hui on envoie des robots sur le terrain. De toute façon, les semaines et les mois à venir nous le diront et on verra tout ça. Tesla, qui fait également partie du voyage, il faut pas l'oublier, ils ont présenté donc Optimus. Alors donc Optimus qui a été au début une blague, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une conférence avec un mec déguisé un peu en robot qui jouait au robot. Ils ont présenté là Optimus, une version un peu améliorée, mais on est encore très très loin d'un robot efficace. Et j'ai rajouté surtout ce fait-là, c'est que selon de nombreux experts, la robotique devrait révolutionner notre façon de fonctionner au même titre que l'IA dans les 20 prochaines années. Donc on s'attend à ce que les robots commencent à remplacer les humains dans certaines tâches dans les années 2030, donc c'est-à-dire demain. Et un essor du développement de la robotique est prévu pour les années 2040. Et il précise même une apogée à la fin du siècle.
J'ai même pas envie de savoir ce que c'est l'apogée parce que je la vivrai pas. Du coup, la fin du siècle, je vivrai pas si vieux. Je pense pas. Mais j'imagine très bien que je vais connaître aussi un monde où on aura tous notre petit robot personnel. Peut-être qu'il fera le ménage, peut-être qu'il s'occupera voilà, de la nourriture, etc. Mais on n'est plus dans de la science-fiction, surtout quand on voit les images aujourd'hui. Donc c'est impressionnant. Alors je parle de robotique, sachant que l'émission parle d'IA, mais il faut pas oublier que derrière ces robots, bien évidemment, c'est un paquet d'IA, hein, en fait. Hein. Les deux fonctionnent ensemble. Donc le robot de demain, ça va être surtout un robot qui va pas réfléchir par lui-même, parce que ça n'existe pas. Il faut pas oublier que ce sont des machines avant tout. Mais qui vont être boostés avec des IA extrêmement complexes. Ça sera peut-être du GPT 24 sur le premier robot commercialisé. Mais en tout cas, on en est très très proche. C'est un peu flippant, je vous l'avoue. C'est un peu flippant, même moi qui en vois passer tous les jours, ça me fait un peu flipper. Mais ça y est, on est déjà à l'ère des robots bipèdes qui nous ressemblent. Alors ça reste des robots, faut pas l'oublier, mais ça nous ressemble dans la façon de marcher, de prendre des objets, de fonctionner entre guillemets. Donc ça fait un peu peur, mais on verra tout ça. L'IA donc Anthropic a surpassé de loin ChatGPT. Donc Anthropic, une entreprise d'intelligence artificielle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont développé le chatbot qui est appelé Claude, qui surpasse largement son principal concurrent ChatGPT en termes de capacité. Attention, on parle de capacité. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Claude, c'est sa fenêtre contextuelle de 75 000 mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, vous pouvez donc son concurrent, vous pouvez seulement c'est déjà pas mal, mais seulement lui copier 3000 mots. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre un PDF complet par exemple sur ChatGPT. Il va vous dire que c'est trop long. Quoi qu'aujourd'hui avec les plugins, etc., on peut dépasser cette limite. Mais là, Claude est lui justement fait pour emmagasiner un maximum d'informations, jusqu'à 75 000 mots, ce qui est énorme. Et selon les développeurs d'Anthropic justement, donc beaucoup sont d'anciens ingénieurs d'OpenAI, cette grande fenêtre contextuelle permet à Claude de traiter des textes plus longs, comme le roman The Great Gatsby. Alors Gatsby le Magnifique, cherchez le nom en français, excusez-moi. En un temps record, lors d'un test, Claude a pu identifier un changement de texte dans tout le roman en seulement 22 secondes, ce qui est fou. C'est-à-dire qu'il s'est tapé un roman qui est quand même extrêmement lourd, et il a réussi à repérer toutes les erreurs mises volontairement par les développeurs dans le livre en seulement 22 secondes, et ça c'est incroyable. Cependant, contrairement à ChatGPT qui est accessible au grand public, Claude est réservé aux partenaires commerciaux d'Anthropic et justement c'est destiné à l'industriel, c'est destiné aux professionnels, et sachant qu'aucune information sur le prix de Claude n'a été fournie à ce jour. Donc affaire à suivre, mais Claude une IA très très puissante. Mais de toute façon, le problème c'est que nous on peut pas les mettre la main dessus, alors c'est plus je pense la recherche, c'est plus l'industrie qui met la main dessus, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner justement. Allez, parlons un petit peu cinéma. The Creator, le film qui va vous faire craindre ChatGPT. Alors The Creator, qui est un film d'anticipation très attendu, réalisé par Gareth Edwards, en partenariat avec la 20th Century Studio. Il est mis en scène donc justement un futur proche où les humains et l'IA se livrent une guerre sans merci. Le personnage principal, Joshua, un ancien agent des forces spéciales, est chargé de traquer et neutraliser l'architecte d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre et détruire le monde. Cependant, sa mission se complique lorsqu'il découvre que cette IA a l'apparence d'un jeune enfant. Ce film semble être une réflexion sur l'IA et ce qui va influencer sur notre société. Un moment où les chatbots comme ChatGPT suscitent un intérêt croissant et les craintes concernant l'automatisation de divers métiers. Le casting du film comprend alors John David Washington, Gemma Chan et Ken Watanabe, excusez-moi, à chaque fois je bug un peu, et sur Gilles Simpson. Le film est particulièrement attendu pour son esthétique visuelle et sonore, et vraiment pour avoir vu la bande-annonce, il sort le 27 septembre au cinéma, c'est incroyable. Alors pourquoi je l'ai mis là parce que déjà ça parle d'IA bien évidemment. C'est un peu, rien que la bande-annonce vous donne des frissons dans le dos parce que c'est un peu notre futur, c'est notre futur d'ici 15-20 ans je pense. Mais on voit des IA qui nous ressemblent, enfin des robots boostés à l'IA qui nous ressemblent trait pour trait. Et ça donne des frissons dans le dos parce que là on voit un enfant. On voit un enfant mais avec une moitié de cerveau justement fait exprès, vraiment très robotique, etc. Mais la face de l'enfant est très humaine. Et c'est flippant, ça fait un peu froid dans le dos, en tout cas moi ça me fait froid dans le dos. J'ai hâte de voir le film, j'ai vraiment hâte de voir le film parce que vraiment ça a l'air d'être un film vraiment bon. Ça parle d'IA donc encore plus. Et ça va surtout nous faire réfléchir. Alors moi ça me ferait déjà réfléchir tous les jours, je réfléchis à l'IA et son éthique, son impact sur la société dans quelques années, dans quelques mois, même semaines plutôt. Mais ce genre de film je pense que ça va faire prendre conscience au grand public qui a un peu du mal à comprendre l'IA. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties.
Je vois que là, c'est à peu près 40% des moins de 35 qui utilisent l'IA. Et quand on passe aux plus de 35 ans, je crois que c'est à peine 18% qui utilisent l'IA et qui comprennent un peu comment ça fonctionne. Donc je trouve qu'il y a un écart, il y a un gros travail de notre part, en tant que formateur, en tant que podcasteur du coup. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'infos à faire passer un peu à tout le monde. Et ça arrive, ça bouge, les choses bougent. Alors ça devrait bouger plus vite parce que l'IA elle avance. Et je trouve que nous on est peut-être un peu trop long justement à mettre des choses en place. Et voilà. Sachez au passage, hein, j'en profite, je fais un petit peu de pub. Non, c'est pas forcément de la pub, mais j'ai un webinar qui est prévu sur LinkedIn le 2 juin. Le 2 juin de 9h à midi. C'est gratuit, totalement. Vous pouvez vous inscrire, il reste quelques places. Pour ceux qui sont intéressés, en tout cas sur le chat LinkedIn, il reste quelques places. Ça va parler de ChatGPT et de Midjourney. Je vais vous apprendre les bases de ces deux logiciels. Alors les bases, je vais pas vous faire devenir de vous des experts. Je parle pas d'une formation professionnelle, mais d'un webinaire. Mais au moins, ça va vous permettre d'installer ces deux applications et de commencer un petit peu à travailler dessus. Et c'est déjà pas mal. Mais sachez que vous êtes vraiment les bienvenus. Et elle aura lieu le 2 juin en live sur YouTube. Regardez, j'ai fait un post sur LinkedIn et puis vous pourrez vous inscrire justement pour participer. Petite nouveauté aussi, j'ai mis des flash news, c'est-à-dire des news qui sont pas où il n'y a pas forcément besoin de rebondir plus que ça, mais qui sont plus ou moins intéressantes, comme l'arrivée de ChatGPT maintenant sur iPhone. Alors pas de panique, quand on ne sait pas aller sur l'App Store, ça n'existe pas encore en France ni en Europe, c'est réservé aux États-Unis. Mais OpenAI commence à réagir par rapport à beaucoup de... Je vous avais dit, toutes les fausses applications qui sortent avec pseudo ChatGPT. N'allez pas sur ces applications, les sites tiers, c'est pareil, faites très très attention. Je vois beaucoup de posts qui disent ouais, tu deviendras meilleur avec ces 10 IA, et puis ils donnent 10 sites, et puis sur les 10, il y en a 7 qui vont prendre vos données. Faites vraiment très très attention. Moi, je vous le dis, il y a bientôt un site qui va sortir, je pense cette semaine ou la semaine prochaine, sur lequel je suis en train de travailler avec quelqu'un qui est extrêmement fort justement en développement. Et on va vous faire des tris, des sites safe, et ceux qui sont pas safe, justement, à utiliser. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Sachez-le. Donc ne mettez pas... Utilisez ChatGPT pour l'instant. Utilisez ChatGPT, basez-vous sur ChatGPT. Toujours en faisant attention parce que, effectivement, vos données sont publiques sur ChatGPT. Enfin, ça va à l'entreprise et on ne sait pas ce qu'ils vont en faire par la suite. Donc faites attention. Mais utilisez pour le travail, voilà, si c'est pour écrire des mails, etc., faites-le, il n'y a pas de risque réel. Donc voilà, il faut savoir que ChatGPT sort sur iPhone. Pour l'instant, c'est testé aux États-Unis, c'est un peu moins efficace que sur PC. Mais voilà, ça commence à bouger, donc on va bientôt avoir l'application d'ici, je pense, une semaine ou deux en France et en Europe. Donc affaire à suivre. La sauce IA débarque dans les fast-food, dans la flash news aussi, donc le secteur de la restauration rapide qui a quadruplé en France en 20 ans, pour atteindre les 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je l'ai mis parce que ça m'a fait un peu halluciner le nombre de chiffres d'affaires pour les fast-food, mais bon, plutôt logique. Et bien ils se tournent de plus en plus vers l'IA forcément. Et alors ils disent que c'est pour améliorer l'expérience client, moi je pense que c'est pour améliorer les performances et toujours faire plus d'économies encore et encore. Sur des chaînes comme Check, Wendy's, McDonald's, ils sont tous en train d'essayer, on s'est intégré l'IA dans diverses manières, que ce soit pour l'élaboration de recettes, la prise de commande, ou la création de substituts végétaux pour remplacer les produits d'origine animale. Ce qui est pas plus mal, ça en soi non plus. Je suis pas vegan, mais c'est vrai que manger moins de viande, on sait très bien que ce sera plus intéressant. En utilisant l'IA, ces entreprises visent à optimiser leur processus et offrir des options alimentaires plus variées et personnalisées. Et du coup, améliorer forcément l'interaction avec les clients. Et il faut savoir aussi que j'ai mis une news, alors je l'ai pas mis là dans mon script, mais j'ai mis aussi une news sur LinkedIn où je montre aussi une IA qui a été mise en place pour optimiser le tri des déchets. C'est pareil, on parle beaucoup d'IA qui va un peu révolutionner le monde pour la transition énergétique, et ça fait partie, bien évidemment, vous le savez. On finit maintenant toujours par les good news, et les good news, je commence par le challenge IA pour la transition énergétique. Donc la région Île-de-France et RTE, Réseau de Transport Électrique, ont lancé un concours innovant intitulé Challenge Intelligence Artificielle pour la transition énergétique. Bon, ils n'ont pas trouvé le meilleur nom, mais c'est pas grave. Ce challenge qui s'inscrit dans le prolongement de l'initiative régionale sur l'intelligence artificielle, donc IA 2021, et l'adaptation du changement climatique, et donc destiné à stimuler le développement d'outils et à la prise de décision basée sur l'IA pour améliorer la gestion du réseau électrique. Le concours offre un grand prix quand même de 500 000 €, ce qui est pas rien, démontrant l'engagement substantiel de la région dans la promotion de l'IA pour favoriser la transition justement énergétique. On en parlait beaucoup, mais l'IA pour moi c'est un peu l'avenir sur notre façon de consommer et notre façon de, j'allais dire sauver la planète, peut-être pas, peut-être que si, on verra, mais pour moi je pense que ça réfléchit quand même vachement plus vite et ça va nous permettre forcément de réaliser des économies, ça va nous permettre de faire moins de bêtises sur l'installation
sur la mise en place en tout cas de nouveaux réseaux d'énergie. Donc affaire à suivre, mais en tout cas ça c'est pour moi une très très bonne news. Et les 500 000 euros qui sont offerts par la région Île-de-France, ça m'a un peu étonné. Sachez que c'est donc ouvert un peu à tout le monde, hein, mais principalement tout ce qui est PME ou ETI, entreprise à taille intermédiaire. Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 2 juillet 2023. Alors si vous êtes une petite entreprise et si vous avez des petits génies chez vous, foncez, parce que mine de rien, ça peut être un beau cash prize et ça peut mettre du beurre dans les épinards pour la fin de l'année et pour permettre à vos entreprises justement d'évoluer grâce à ces subventions. Lancement de Connected Surgery, et forcément je termine toujours par une news sur la médecine parce que vous savez que ça me passionne. Donc Care Syntax et donc Reliance et Intel s'associent pour lancer le programme Connect Surgery, une plateforme de chirurgie assistée par l'intelligence artificielle. Cette plateforme sera intégrée dans les blocs opératoires de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Bravo à vous. Dans le cadre, parce que pour une fois c'est pas les hôpitaux qui sont aux États-Unis, etc. Mais c'est vrai que le APHP, donc l'assistance publique Hôpitaux de Paris, sont vraiment très forts dans tout ce qui est évolution technologique en tout cas. Donc l'initiative a été rendue possible grâce au financement de la série C de 100 millions de dollars qui a reçu donc Care Syntax en 2021 avec Intel Capital et le groupe Reliance parmi les investisseurs. La technologie avancée d'IA de la plateforme propulsée par Intel sera utilisée pour améliorer la gestion des risques en chirurgie, augmenter l'efficacité des salles d'opération et diminuer les complications post-opératoires. La plateforme connecte divers équipements médicaux utilisés lors d'une opération, connecte aussi les données en temps réel et fournit une vue complète de l'état du patient au chirurgien en temps réel et après l'opération, assistant ainsi une prise en charge donc plus rapide des complications opératoires. L'objectif est d'améliorer forcément en permanence la sécurité des soins et la qualité des services de santé. Et ça, je vous avais dit, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, de l'IA sur la santé. Pour moi, même chirurgien, je pense que c'est un des métiers qui risque de soit extrêmement changer dans les années à venir, soit disparaître. Parce que je serais pas étonné dans 10-15 ans de limite se faire opérer par une machine, par un robot. Parce que ça aura une précision sans précédent. Ça a une connaissance illimitée, il faut pas l'oublier. Même si il faudra toujours un médecin, il faudra toujours quelqu'un de compétent derrière pour driver tout ça. Mais forcément, l'IA dans la médecine, c'est aussi ce qu'on attend le plus, en tout cas. Et remplacer la main de l'homme par un robot, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Bien au contraire, quand on connaît la précision. Donc affaire à suivre, bien évidemment. Voilà pour les news, les amis. Je vous avais dit, c'était pas aussi chargé que la semaine dernière, mais il y avait quand même des choses à dire. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, aujourd'hui on a quand même le plaisir d'accueillir Asma Mtir, donc une jeune entrepreneuse de 21 ans qui vient de terminer donc ses études en commerce et en informatique. Alors pas tout à fait, elle va nous l'expliquer, mais c'est un peu particulier. Asma du coup a créé une entreprise dans l'organisation d'événements sur le thème de l'IA. Et donc Asma, bienvenue sur notre podcast, bienvenue sur IA et Défis. Merci beaucoup. Alors du coup Asma, est-ce que tu peux un peu parler de ton parcours académique ? Est-ce que comment tu as réussi à combiner commerce et informatique ? Parce que même moi je suis toujours un peu étonné. Et qu'est-ce qui t'a attiré surtout vers ces domaines-là ? Alors moi je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par tout ce qui est évolution, tout ce qui est progrès en fait tout simplement. Je pense que on est dans des temps où beaucoup évoluer est possible et on peut profiter de toutes les technologies qui sont mises à notre disposition pour gagner d'autres technologies. Et donc, l'informatique, je pense que j'ai choisi ça parce que ça permet d'ouvrir tes portes, en fait. Tout simplement, de comprendre comment fonctionnent des technologies pointues et d'essayer d'aller plus loin, d'être dans le développement, en fait. Et le commerce, pourquoi ? Parce que je pense que, déjà, une bonne technologie ne peut pas être présente sur le marché comme il se doit s'il n'y a pas de bon commercial derrière. Et surtout, je pense que c'est important d'appliquer les technologies dans la construction de nos entreprises, de nos business, parce que en fait, le monde du travail, c'est quoi ? Ça tourne autour de l'argent. On est dans une société où l'argent domine quelque part dans tout ce qui est l'économie à une grande place. Pour mener à bien ce monde ultra axé sur l'économie, la technologie peut, au travail, on puisse générer de l'argent tout en gagnant en confort, en train de vie. Et comment on gagne ce confort avec des nouvelles technologies. Je ne sais pas si c'était très clair. Si. Ce que je veux dire, oui, c'est de mêler justement l'informatique et le commerce pour permettre justement de
surtout l'IA, parce qu'on parle d'IA, mais pour permettre justement de gagner du temps, d'être plus performant, et aussi gagner en confort de vie, parce que justement on passera moins de temps à faire de l'administratif inutile, entre guillemets, et d'après ce que j'ai compris, Voilà, c'est ce que c'est tu ça, voulais me dire. exactement. Exactement. Donc, je pense que l'informatique, l'IA et tout ce qui est business, plan, développement commercial, tout ce qui est un petit peu axé vers la gestion économique, c'est énormément compatible. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Plus la technologie est pointue et axée vers ce qu'il faut, mieux le business, enfin mieux l'entreprise fonctionne. Et plus l'entreprise est bien structurée, le business plan est bien pensé, mieux la technologie peut s'intégrer dans l'entreprise. Ouais, Voilà. non, d'accord. Et du coup, j'allais dire, du coup, quand et comment, du coup, tu as eu cet intérêt pour l'IA? Quand est-ce que ça a commencé? Et y a-t-il un moment qui a été déterminant pour toi, pour que ça intervienne dans ta vie aujourd'hui? Alors, moi, j'ai commencé des études informatiques dès la L1, enfin après le bac. J'ai fait un bac économique et social parce que j'ai toujours été intéressée par la mondialisation, tout ce qui est échanges commerciaux, relations politiques entre les pays, enfin voilà. Et du coup, pourquoi l'informatique? Parce que je me suis rendu compte que l'informatique, ça amène, c'est le coup de boost en fait, dans la plupart en tout cas, des entreprises. Et pourquoi l'IA? En fait, c'était en L1. En fait, je vais raconter une histoire un petit peu personnelle. J'avais un rendez-vous avec ma prof et on parlait de filière, etc. À la fin du premier semestre de L1, on a un entretien avec une professeure pour voir nos notes, si ça se passe bien la L1, etc. Et il s'avère qu'elle avait fait un doctorat en intelligence artificielle. Avant, elle avait fait une licence, enfin une L1 et une L2 psychologie, il me semble. Enfin voilà, elle avait un parcours assez atypique. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'a énormément inspirée. Dans le sens où je me suis dit, je pense que le côté humain, le côté psychologique, le côté sciences humaines est vraiment compatible avec la technologie de l'intelligence artificielle, justement pour trouver... le but, en fait, c'est vraiment de trouver bonne réflexion, bonne conscience morale et intelligence artificielle. Et c'est de là que je me suis dit, mais en fait, on tient vraiment quelque chose et il faut réussir à bien les combiner. Et c'est pour ça aussi que je fais des événements avec des intervenants où c'est étape compte avec un public qui pose des questions un peu dans tous les sens. Mais le but, c'est vraiment de porter la réflexion générale sur des questions éthiques, morales et réfléchir et grandir tous ensemble vers utiliser l'IA, l'intelligence, la puissance finalement de l'IA. Oui, mais on va allier ça avec une bonne une bonne réflexion morale. Voilà. Bonne psychologie, ouais, non, mais si, c'est complètement ça, une bonne éthique. Une bonne psychologie. Ouais, c'est ça, une Exactement. bonne éthique, et justement, c'est un peu ce que tu fais, c'est un peu ce que... Tu fais un peu ce que moi je fais sur IA et défis en termes de podcast. Toi, tu le fais un peu plus en événement, hein, d'après ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas encore eu la chance d'assister à un événement, mais ça sera bientôt, j'espère. Mais ouais, j'allais juste te demander, justement, qu'est-ce qui t'a du coup donné l'idée de faire ces événements-là, etc. Mais effectivement, c'est vrai qu'on en a pu en parler, c'est que t'as une profonde réflexion sur l'utilisation de l'IA et comment le tout à chacun peut l'utiliser aujourd'hui au travail. Après, il y a une plus grande réflexion qui est plus éthique sur comment l'IA va changer et bouleverser notre monde. De toute façon, c'est à nous aussi de faire porter notre voix en tant que citoyen, et je pense que des événements comme les tiens, en tout cas Asma, ça fait partie des pièces du puzzle qui vont permettre tous ensemble, que ce soit mon podcast, les événements, que ce soit les posts qu'on peut voir sur LinkedIn, etc. Ça va nous permettre tous ensemble, je pense, de faire entendre notre voix aussi au gouvernement, parce que le gouvernement, c'est nous, ça nous représente nous. Et de dire, bah voilà, nous, l'IA, on veut ça, et quand tu vois, tout à l'heure, on parlait des lois qui sont mises en place, c'est pour encadrer tout ça, et il faut un encadrement à tout ça. Il faut pas que ce soit le Far West et que ce soit un peu n'importe quoi, parce qu'il y a des entreprises qui vont du coup virer l'intégralité de leurs employés, et ça, j'en suis persuadé aujourd'hui. S'il n'y a pas des lois qui sont mises en place, il y a des entreprises, des patrons peu scrupuleux qui vireront tous les employés administratifs qu'ils ont dans leur entreprise vont jarter et vont être remplacés par des IA. Et s'il n'y a pas un cadre économique, un cadre judiciaire derrière,
et ben ça va amener des dérives comme ça. Et du coup, ça va créer de la concurrence déloyale parce qu'il y aura un patron qui, lui, sera plus honnête, qui va garder ses employés et autres. Alors je divague un peu, qui va garder ses employés et autres, et ben lui, du coup, sera en pleine concurrence déloyale. Donc je pense que c'est des événements comme celui d'Asma, où on se réunit encore plus avec un micro en vrai, où on peut se voir, etc. Vraiment, je pense que c'est important d'échanger, que ce soit sur le net, que ce soit en réalité, que ce soit autour de tables organisées par le gouvernement, etc. Et c'est pour ça que j'ai invité Asma, c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et voilà. Donc, et raconte-nous un petit peu du coup, Asma, qu'est-ce que tu as organisé pour l'instant comme événement? Comment tu l'as fait? D'ailleurs, moi je le sais très bien, mais voilà, raconte-nous un peu comment, aux auditeurs surtout, comment s'est passé ton premier événement. Parce que moi j'ai trouvé ça quand même fabuleux, la façon dont je l'ai organisé. Génial. Et voilà, raconte-nous tout ça. Oui. Du coup, le premier événement, en fait, au départ, je comptais faire un seul événement du lancement de ma boîte. Je comptais vraiment en faire un seul. Et je voulais absolument le faire en vitesse. Je sais pas pourquoi, j'aime bien me lancer des défis. Je voulais parce que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas encore eu d'événement en présentiel sur l'IA, en France en tout cas. Ouais. D'événements LinkedIn, je veux dire, je pense qu'il y a eu des colloques, mais pas d'événements LinkedIn tout public comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu le faire le plus vite possible pour avoir ce titre premier événement, voilà, pour la com. Pour attirer le plus de monde. Voilà, donc c'était une histoire de com, je voulais absolument. Donc on a lancé la com c'est la première fois que je fais un événement. Ma sœur Inès, qui a son entreprise Innoves, qui est dans l'événementiel, du coup, elle m'a beaucoup aidée, heureusement. Elle m'a passé ses tips, elle m'a un peu montré comment faire, etc. Ouais. Et on a fait la com en 5 jours. Et il y a eu 100 inscrits, donc j'étais juste émerveillée, je m'attendais pas à ça. Surtout que ça faisait que 3 mois que j'étais sur LinkedIn. Et donc en fait, c'était une table ronde et un public. On était à peu près une 60aine de personnes et c'était des questions-réponses entre les intervenants et le public. Et le public était tellement diversifié qu'en fait les questions allaient un petit peu vers des questions un petit peu, comment dire, éthique et morale, ce qui n'était pas prévu au départ. Je pensais que l'événement allait être plutôt sur des questions, comment fonctionne l'IA, des questions vraiment oui, bien sûr. Dans l'accès technique. C'est ça. Et au final, ça s'est transformé en discussion géante avec le public, avec un réel débat entre le public en lui-même et entre les intervenants qui apportent du coup un grand plus avec leur expertise. Voilà, donc c'était vraiment un échange de valeurs enrichissant. Et je pense que c'est vraiment en échangeant, en partageant, qu'on grandit tous ensemble, qu'on réussit à développer des idées plus rapidement. Et je pense que j'ai trouvé ça super riche, en tout cas. Ça a plu à tout le monde, donc toutes les personnes présentes. Et donc c'est de là que je me suis dit, mais en fait c'est une super idée de faire des débats comme ça aussi riches. Et je me suis dit, je pense que je vais en faire tous les 2-3 mois. Voilà. C'est génial parce qu'on en a besoin de ces débats-là. Tu vois, je pense que de toute façon on se verra sur un de tes événements, mais effectivement les gens. D'ailleurs, comme je t'avais dit l'autre jour, je pense que, je t'invite je pense que tu seras un des intervenants. Ça sera avec plaisir parce que pour moi l'échange sur l'IA en fait c'est tellement plus profond que juste qu'est-ce qu'une IA ou comment c'est développé, etc. Je le sais tout ça en fait, je connais le côté technique de l'IA, je le connais même très bien, mais c'est pas ce qui intéresse monsieur et madame tout le monde, et je suis un monsieur et madame tout le monde sur plein de sujets. C'est pas péjoratif, au contraire ce que je dis, mais je me suis rendu compte que ce qui intéresse tout le monde, c'est justement l'éthique. C'est qu'est-ce qui va arriver de nous, comment on va faire pour évoluer avec ces machines-là, avec ces intelligences artificielles. Et on a besoin d'en discuter, on a vraiment besoin d'en discuter tous ensemble. Alors, que ce soit sur des événements publics, que ce soit sur des événements en ligne, encore une fois, mais échanger le plus possible. Et après, voilà, il faut toujours, encore une fois, je vous le répète, n'ayez pas peur de l'IA, ça va pas venir vous tuer, c'est pas Schwarzenegger, encore une fois, c'est pas iRobot, etc. Donc on est très loin de cette science-fiction-là, ça n'existe pas encore ces robots-là.
Mais voilà, il faut juste qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on fasse barrage justement à des projets qui sont derrière peut-être un peu compliqués ou un peu pas borderline, je sais plus, je trouve plus mes mots, mais qui correspondent pas en tout cas à nos attentes à nous en tant que citoyens. C'est surtout ça qui est important pour nous. Super Asma, super. Petite question, quels ont été pour toi donc les plus grands défis que t'as pu rencontrer justement créer ton événement? Et à l'inverse, du coup, quelle a été ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté? Parce que vu de ton jeune âge, hein, t'as quand même, je te le rappelle, 21 ans, presque, si je me trompe pas. C'est ça, enfin, j'ai 21 ans, presque 22 ans. Mais moi, c'est ça qui est fou, c'est quand même que tu t'es dit quand même du jour au lendemain. Alors oui, certes, tu t'es dit, il faut que j'organise le premier événement sur l'IA parce que pour le coup de com, machin, etc. Mais tu t'es dit à 21 ans, j'organise ça avec mon petit téléphone, mon petit LinkedIn, machin, je vais aller chercher des experts et intervenir, machin, et organiser un événement, je sais plus, à ton université, je crois, en plus. Non, C'est ça j'avais passé la journée. Bah là, mes cours de commerce m'ont bien servi. J'ai passé la journée à passer des appels commerciaux à toutes les écoles supérieures d'IA de foot d'Île-de-France. Et au final, je suis tombée sur. Ah oui, c'est vrai, oui. Je suis tombée parce que je suis à la fac et la fac, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis à Paris Diderot. Et pour organiser un événement, faut aussi prendre des mois à l'avance, donc c'était pas possible. Mais du coup, il y a l'école Ivan City qui est accueillie, une super école qui a accepté de collaborer et franchement, c'était génial. Et vraiment, un grand merci aux intervenants qui sont vraiment en plus des intervenants de qualité qui ont vraiment apporté de la matière et de la consistance et du savoir, donc surtout au débat, enfin à l'événement du coup. Et en plus, en interaction avec un public vraiment dynamique qui avait plein de questions, c'était vraiment génial. Alors, c'est génial. Et du coup, quelle a été ta plus grande difficulté pour cet événement et puis ta plus grande réussite? Alors j'imagine que ta plus grande difficulté c'est peut-être de l'organisation, parce que quand tu pars de zéro... C'est ça. Alors la plus grande difficulté, je pense que c'était la com, c'était tout faire d'un coup. Je pensais pas que c'était aussi compliqué. Ouais. Vraiment, moi je pensais que voilà, tu fais un événement, tu postes sur LinkedIn, c'est fini, mais non, pas du tout. Il y a du mailing à faire derrière, il y a énormément de choses à faire. Parler en public aussi. Ça, c'était vraiment pas quelque chose de naturel. Non, c'est pas naturel. Et d'ailleurs, c'est ça. Et d'ailleurs, Marc Baudier qui m'a beaucoup aidé sur ce point-là. Pourquoi j'ai décidé de me lancer maintenant? Je crois que tu m'avais posé cette question aussi. Oui. Pourquoi maintenant? Parce que je me suis rendu compte que, en fait, au vu de mes expériences, je me suis rendu compte que c'est vraiment d'un sentiment de... Mais c'est dommage, pourquoi on fait comme ça aujourd'hui? Je me suis rendu compte que la technologie est là, les outils sont là pour automatiser des tâches lassantes et fatigantes pour les employés, mais le temps et la réflexion qui doit être menée pour améliorer le travail des employés n'est pas toujours présent. C'est-à-dire que les managers, les dirigeants d'entreprises, de start-up ou d'entreprises tout court, ils n'ont pas forcément le temps ou la réflexion pour se dire ah bah tiens tel employé à son poste il fait 5 clics, réflexion de ah bah tiens on pourrait trouver un outil qui fait ça automatiquement tout simplement. Et même lorsqu'elles se disent ah bah tiens il faut améliorer ce process, elles n'ont pas forcément le temps de comparer tous les outils qui existent sur le marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a énormément de technologies qui existent. Par exemple rien que pour les CRM il en existe 700. Pour un entrepreneur, se dire quel CRM choisir, c'est pas forcément facile parce que chacun a des propriétés spécifiques. Et voilà. Et c'est en choisissant le bon ou le mauvais CRM qu'on fatigue plus ou moins notre employé. Et en fait, le but, c'est vraiment de mettre le bien-être de chaque personne au bureau, au cœur de l'entreprise. Clairement, sachant que c'est déjà c'est déjà le cas dans pas mal de groupes, mais après, effectivement, il y a beaucoup de PME, justement, comme tu dis, ou de start-up, où c'est compliqué, où on réfléchit pas forcément au rendement, mais l'IA peut apporter ça, comme on le disait tout à l'heure. C'est pas remplacer la personne, c'est juste travailler en collaboration avec l'IA qui permettra de gagner plus de temps. Peut-être plus de temps aussi en famille, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui très important pour notre génération. Asma, écoute, je pense qu'on a fait déjà pas mal de tour, en tout cas, sur toi, sur ce que tu fais, etc. Est-ce que tu aurais quelque chose, un message ou autre que tu aimerais transmettre aux auditeurs
ou même à des gens que tu connais, peu importe. Je vous encourage, c'est très bien de vous informer et de vous tenir au courant des nouvelles technologies en écoutant ce super podcast où d'ailleurs j'aime beaucoup ce côté un peu news au début. C'est vraiment super enrichissant et je pense que vraiment... C'est gentil, j'imagine. Salut. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Comment tu t'appelles déjà? Oui, on Ouais, t'entend. désolé, je suis pas ingénieur LinkedIn, donc j'ai pas... En fait, c'est très simple. Pour ceux qui galèrent, c'est juste en bas à droite de votre petite fenêtre, vous avez l'option couper le son ou activer le son. Ouais. Pour Mariam, si tu galères autant que moi, voilà, c'est la solution au problème. Alors comment tu t'appelles? Je suppose que tu t'appelles Alors, Paris. je m'appelle Eli. Salut, je Eli. suis ravi de faire votre connaissance et merci d'ailleurs pour l'intervention Asma et également pour ce podcast Arnaud. Avec plaisir. Je trouve ça très intéressant et je trouve l'idée de pouvoir démocratiser les échanges autour de l'IA aujourd'hui, c'est hyper intéressant, c'est un très beau projet. Moi, ma question est la suivante. Je réagis notamment sur la possibilité de légiférer, de donner un cadre à cette IA. Est-ce que, alors moi j'ai pas ce niveau d'information-là, mais est-ce que vous pensez, j'aimerais avoir votre avis sur la question, qu'il est envisageable d'avoir une législation par secteur? Autrement dit, typiquement, nous, on est en train de développer une activité sur l'immobilier. Demain, une autre entreprise développera une IA pour le secteur bancaire, une autre pour le secteur tertiaire. C'est déjà le cas. Hein, pour travailler avec ces entreprises-là, c'est déjà le cas. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une espèce de micro-législation en fonction des secteurs, ou est-ce qu'on tend plus vers une globalisation, un effet... un encadrement global sur le marché européen puis peut-être français, ou est-ce que vous pensez que l'IA doit être encadrée en fonction du secteur de métier, en fonction des enjeux de ce secteur de métier? Typiquement, les enjeux du secteur bancaire ne seront pas les mêmes que les enjeux du secteur de l'immobilier. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Asma, vas-y, je te laisse l'honneur de répondre, puis je répondrai après toi. Alors, moi, je pense que ça peut se faire des deux manières, mais à mon avis, je pense que ce sera plus général et que chaque entreprise fera un petit peu sa législation. Pourquoi? Parce que je pense que faire secteur par secteur, le souci sera comment mettre les bonnes lois en fait pour chaque secteur, vu que chaque entreprise en fait voudra développer peut-être quelque chose, développer des nouvelles technologies qui ne rentrent pas forcément dans comment dire, dans le cadre dans le cadre, ouais, c'est ça, dans le cadre des lois. Et moi, je pense que j'opterais plus, si c'était moi qui devais choisir, pour des règles générales pour tout le monde, qui par exemple interdit de licencier tant de nombre de personnes si on utilise l'IA pour tous les secteurs, et ensuite on donne la liberté à chaque entreprise d'utiliser l'IA pour évoluer. Voilà. Ok, voilà. C'est très clair. Et moi, si je peux rajouter, alors je pense que pour la réglementation, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours dans le sens où tu as déjà l'Union européenne qui travaille avec 2 services différents, je crois, qui ont été créés pour ça, plusieurs millions d'euros d'injectés là-dedans, justement, qui vont mettre en place des lois et des restrictions. Alors il y aura forcément des lois globales pour toute l'Union européenne, qui vont légiférer justement les intelligences artificielles dans leur globalité. On parlait aussi d'IA aussi policière, parce que ça commence à être mis en place, ouais, et qui est un peu plus inquiétante que l'IA même au travail. Il faut savoir aussi que la France, justement avec la CNIL, va investir aussi énormément d'argent pour créer aussi un encadrement. Et c'est sûr que ça va d'abord être un encadrement global, et par la suite, je peux même te le signer, il y aura un encadrement pour chaque secteur d'activité. Toi, tu travailles dans l'immobilier, forcément, ça va être impacté par l'IA, c'est obligé. Alors, regarde la preuve, tu crées déjà apparemment un. Ouais, alors nous on est déjà en train de se développer effectivement. Mais oui, tu vas être légiféré dans quelques semaines, c'est sûr. Tu vas être légiféré par une loi qui va encadrer tout ça. C'est pas pour autant qu'il faut pas créer ton business. Je t'encourage à le faire parce que. Ah non, mais c'est déjà fait. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre question, puisqu'en fait, on est en échange avec OpenAI, parce qu'en fait, évidemment, on passe par des API et d'autres. D'ailleurs, c'est très marrant que tu en parles, parce que effectivement, on est en train de regarder d'autres IA qui peuvent sur certains points dépasser ChatGPT. Ouais. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir utiliser un type d'IA pour
type d'action. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, il faut, et ça c'est très important, pour ceux qui veulent développer des business basés sur l'IA, en fonction de l'IA que vous utilisez, vous allez devoir avoir des licences. Et ça, vous pouvez les demander. Oui, c'est payant en plus. c'est payant, évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer et que le simple fait d'avoir une API connectée ou d'utiliser une API ne justifie pas. Et je pense que, alors aujourd'hui, ça peut l'être. Demain, ce sera moins le cas. Je pense que demain, vous aurez tout intérêt à montrer patte blanche via une licence qui sera délivrée par le développeur de l'intelligence artificielle en question, notamment dans le cas présent OpenAI, et qui sera important pour chaque entrepreneur, pour chaque directeur d'entreprise, de montrer la licence comme une carte grise pour une voiture ou autre chose, pour dire voilà, j'ai les compétences et la capacité de proposer des services pour une entreprise, ce qui rentrera largement dans l'encadrement des secteurs, puisque les entreprises qui proposent des services, autant que celles qui les reçoivent, devront être alignées avec les règles, et donc notamment la détention de ces licences-là. Voilà. Bon. Alors, en tout cas, merci pour votre réponse. Non, mais c'est bien. Et puis j'étais quand même voir entre deux pendant que tu parlais justement de ton site. C'est pour rédiger des annonces alors du coup. Tout à fait. En fait, Rimo.fr, on est une plateforme qui propose une somme d'outils destinés aux professionnels de l'immobilier. Donc, on fait autant de la rédaction que de l'optimisation de texte. Donc, l'optimisation de texte, ça peut être vos posts de mail les posts réseaux sociaux pour vos pages LinkedIn ou présenter de nouveaux biens. Ça peut être des mails de prospection commerciale. Ça peut être des annonces immobilières. Et on est en train de développer d'autres outils qui vont arriver, typiquement de l'analyse de documents pour des agents immobiliers, ce qui peut être très, très important, etc., etc. Voilà. D'accord. Donc si vous voulez y faire un tour, évidemment, n'hésitez pas. Rimo.fr du coup, rymo.fr. Je fais un petit peu de pub. Alors là, c'était pas du tout pour faire de la pub, mais merci Arnaud. C'est avec plaisir, c'est mon émission, je fais ce que je veux, donc je te fais de la pub. C'est gratuit. C'est gratuit. En tout cas, merci à vous deux pour votre réponse et bonne continuation. Avec plaisir. C'était super intéressant pour la question. Bon courage à toi. Ronnie, comment vas-tu si tu es là, Ronnie? Ah, il est là, Ronnie. Hello. Salut, comment tu vas, Ronnie? Bonjour à tous. Je vais super bien. C'est super intéressant d'écouter tout ce que vous dites. Et moi, il y a un truc qui me fascine, c'est la peur un peu viscérale que tout le monde a envers l'intelligence artificielle. Ouais, mais c'est mieux que nous, ça va nous remplacer, ça va créer de... Ouais. Ça va... Mais en fait, pour moi, c'est une révolution dans le sens où il y a quelques années, on aurait trouvé ça ridicule de se dire que l'IA pouvait écrire mieux que nous. Là, on est dans la phase où on trouve ça dangereux, et dans quelques années, on trouvera ça évident. La matrice des 3 étapes que je prends, c'est un truc qui est développé par plusieurs théoriciens, et ça va être évident dans le sens où tout le monde va l'utiliser, comme à l'époque, personne n'utilisait Internet, il fallait des serveurs à mettre dans 3 quartiers, des grosses salles, etc. Et aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Donc je pense qu'il faut prendre le pas de tout de suite s'y mettre, d'être l'un des pionniers en fait. C'est cool de voir que toi tu as déjà l'expertise d'IA. J'ai un partenaire et associé qui faisait partie des premiers bêta-testeurs de ChatGPT. Et lui, quand c'est arrivé, il était surpris de voir que ça a choqué tout le monde parce que lui, il l'utilisait déjà pour générer des posts Twitter, etc. Bien sûr, ouais. Et voilà. Et je pense que le challenge, ça va être d'être le plus adapté. Au lieu que ça remplace des emplois classiques, ce sera un truc justement à mettre sur le CV, à dire niveau de maîtrise de l'IA, tu vois, ce sera un truc. Ouais, une sorte d'expertise. Ouais. Plus t'es costaud dans tes connaissances et plus c'est viable, quoi. Ouais, exactement. C'est d'ailleurs ce dont on a... Pardon. Vas-y. Ça m'a fait penser au fait que la dernière fois, je te disais, Arnaud, tu sais, par rapport lors de l'event IA, il y avait quelqu'un qui avait posé la question comment vous pensez l'éducation scolaire des générations futures? Et du coup, quelque part, je pense qu'on est plusieurs à penser que maintenant dans l'école, certes, comme tu l'avais dit Arnaud, la lecture, l'écriture, c'est super important. Il faut absolument sensibiliser les parents à l'éducation de l'écriture et de la lecture, vu que c'est quelque chose qui permet vraiment de rester intelligent. Mais je pense aussi que des cours sur comment utiliser l'IA seront intégrés dans les cursus scolaires au collège, par exemple. C'est même obligatoire. Hein. De toute façon, la future génération va grandir avec l'IA. Et ça va tellement faire partie de
leur mode de vie, que pour eux ça sera naturel. Autant nous ça peut nous surprendre, enfin moi non parce que c'est un truc que je connais depuis que j'ai 12 ans, mais quelqu'un qui est pas dans l'informatique, qui travaille pas dans l'IA, enfin, qui connaît pas l'IA en général, et qui découvre ça du jour au lendemain aux journaux télévisés, je peux comprendre cette réaction de c'est incroyable, ça va révolutionner notre monde, ça fait peur, est-ce que ça va prendre mon métier, est-ce que ça va écrire à ma place, est-ce que moi du coup je suis inutile parce qu'il y a une machine devant moi qui a l'intégralité des connaissances de l'humanité et qui peut écrire en un quart de seconde comme ça, en un claquement de doigts, tout ce que moi je peux faire en plusieurs jours. Bah oui, alors ça amène des questions et comme tu dis Ronnie, c'est étonnant mais c'est compréhensible aussi cette inquiétude, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, tu vois, notre génération, tu vois, on connaît l'IA, on connaissait déjà depuis longtemps un peu l'IA. Ceux qui travaillent dedans donc sont pas été surpris, comme je disais tout à l'heure pour ChatGPT, il y a eu qu'une surprise pour moi quand c'est apparu. Ce qui a été surprenant, c'est que c'était mis au goût de, enfin, aux yeux de tout le monde, au vu de tout le monde entre guillemets, et que tout le monde pouvait l'utiliser. Et c'est ça surtout la grande révolution là qu'on a de l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce jour J où ChatGPT est apparu aux yeux du grand public, c'était terminé. C'est-à-dire que toutes les entreprises, les GAFAM, toutes les grosses entreprises de ce monde se sont dit ok, bingo, injectons les milliards sur l'intelligence artificielle. Et là, c'est même plus l'âge d'or. Là, on parle de l'âge d'or des années 90 à 2000 pour l'IA, mais là, c'est l'âge de diamant. Je sais pas comment on peut l'appeler. Mais on va avoir tellement de révolutions, d'évolutions et de révolutions là, dans les années à venir que même moi, en tant qu'expert, je te dis, je suis même pas prêt à tout ça. C'est-à-dire que je vois des choses qui me mindfuck, entre guillemets, excuse-moi pour l'anglicisme, mais qui me retournent le cerveau du coup. Mais, mais c'est totalement un game changer. Et justement, le président de OpenAI, Sam Altman, il a été interrogé justement au Congrès américain, parce que du coup, les Américains aussi sont conscients du retard qu'ils ont là-dessus et ils ont toutes les mêmes craintes que nous, décuplées à l'américaine. Bien sûr. Ouais, et il a dû prêter serment et répondre à plein de questions. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, surtout depuis qu'ils ont mis ChatGPT 4 sur Internet. Et la vidéo est assez marrante. Je pense que je sais pas si je peux mettre le lien dans le chat. Non, c'est un peu mal fait ChatGPT, c'est un peu mal fait LinkedIn, il n'y a pas de chat réellement, ce qui est dommage d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il intègre ça aux événements audio. Je vous laisserai checker Sam Altman au Sénat américain, vous verrez. C'est même traduit, t'as même déjà des traductions en français. Ah bah tu l'as vu du coup, ouais. Ah bah oui, moi oui, je l'ai même vu en direct, je l'ai vu en anglais du coup. Ah bah parfait. Mais oui, du coup, c'est impressionnant. Là où je voulais en venir, c'est que ce qui va être le facteur résistance au changement, c'est ça qui va être le plus douloureux pour la plupart des gens. Concrètement, moi je le vis. Je suis intervenant pédagogique en école de commerce et pour une évaluation, je vais demander à mes étudiants de rédiger des articles de blog optimisés SEO, donc pour le référencement naturel. Et j'ai eu de prime abord la volonté, on va dire, de faire un peu un coup de poker et de leur dire pas la peine d'aller le faire sur ChatGPT, j'ai des outils pour savoir quand ça a été généré par l'IA, etc. Vu que je suis dans le domaine et que j'ai une société qui fait là-dedans. Et après ça, du coup, j'ai vu qu'un professeur américain, justement, avait voulu déceler lesquelles de ses copies avaient été faites par l'intelligence artificielle et qu'il n'avait pas réussi. Et j'ai un peu rigolé, je me suis dit, bah, c'est bête de sa part de faire ça, il n'aura jamais de réponse. Et je me suis dit, bah, si je me dis ça, j'aurai jamais aucune crédibilité auprès des étudiants les plus sceptiques. Et au final, est-ce qu'on va pas plutôt considérer que ChatGPT, c'est pas de la triche, mais c'est un outil parmi tant d'autres qu'on a déjà, comme la correction de texte, exactement. Ouais. Maintenant, avec les mêmes outils sur une base équivalente, bah, tout le monde a la même chance. Donc ceux qui vont produire le meilleur contenu méritent une meilleure note. C'est simplement ça. C'est vrai, et c'est clairement un outil parce que... Vas-y Asma, je laisse répondre et je réponds. Et puis, faut savoir aussi que utiliser ChatGPT, tu ne peux pas tout faire tout seul. Il faut avoir faut avoir ce côté technicien, j'ai envie de dire. Si l'élève n'a pas compris le sujet, si l'élève n'a pas compris... Nous, on devait faire un projet en informatique, on devait coder une sorte de réseau social en langage C, voilà. Et la prof nous disait, mais si vous ne trouvez pas de réponse, aidez-vous de GPT. Et de toute manière, l'IA ne peut pas faire... en tout cas ChatGPT 4 tout de suite ou GPT 3 tout de suite ne peut pas faire exactement ce que tu lui demandes si tu fais un copier-coller de l'énoncé. Il faut le mener, il faut l'éduquer quelque part, il faut lui faire comprendre et
Finalement, moi, mes profs m'ont toujours dit, un bon développeur, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout faire en informatique. C'est impossible. L'informatique, c'est trop large. Un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait où trouver la réponse, qui sait comment trouver la réponse pour implémenter son code. Et ce qui est important, en fait, c'est la logique. Et la logique, c'est à nous de la réflexion. Ce qui est important, c'est la réflexion qu'il y a à mener pour trouver la bonne réponse. Voilà, c'est ça. Totalement d'accord. Ouais. Mais je pense qu'il y a il y a des métiers qui vont naître. Moi, je le vois déjà venir. Je pense que le métier qui va arriver vite, là, c'est celui de prompteur. Et pouvoir créer les prompts les plus adaptés, clairement. Non, alors là, du coup, j'interviens un petit peu, mais pour le coup, je pense que ça va pas être les prompteurs, les prompts ingénieurs. Je pense que c'est ça, tu fais référence à ça. Ouais. Les prompts ingénieurs, c'est vrai que peut-être que t'es nouveau dans l'émission, mais j'en parle assez souvent. Ne vous lancez pas là-dedans, ne devenez pas prompt ingénieur. C'est une voie de garage qui va très vite se terminer parce que même Saladman, comme tu pouvais le parler, on a discuté justement avec les autres et il parlait de GPT-5 ou GPT-6. Les futures IA proposées, qui sont les LLM, donc les Large Language Models, vont d'eux-mêmes s'auto-prompter en fait et vont être extrêmement performants à l'identique que pour le code. C'est-à-dire que les prompt ingénieurs aujourd'hui, moi, ça me fait assez rire parce qu'il y avait des prompt ingénieurs pour Midjourney. J'ai mis un post sur LinkedIn, j'ai réussi à créer un prompt généraliste qui permet de créer n'importe quoi sur Midjourney et c'est ChatGPT qui crée ce prompt-là. C'est-à-dire que tu vois, les prompteurs vont s'auto-prompter en fait, tu vois. Donc même Saladman a dit que justement il fallait plus parler d'ingénierie du prompt parce que ça allait bientôt plus exister. Parce que les IA vont tellement performantes, tellement évoluer qu'elles n'auront plus besoin de prompts précis ou hyper étudiés pour lancer des idées pertinentes. Y compris pour le code d'ailleurs, c'est vrai que Asma parlait de code. Moi c'est un milieu que je côtoie tous les jours. Et j'en parle aussi avec des experts en cybersécurité, etc. À part demain les ingénieurs très très haut niveau, les ingénieurs, développeurs ingénieurs, etc. Je vois mal comment le développeur, quelqu'un qui fait du dev front, c'est-à-dire des sites internet, excusez-moi, je cherche en français, mais des sites internet classiques, des sites vitrines, etc. C'est pareil, ça c'est des métiers qui vont disparaître parce que le code est tellement simple que ces IA-là, alors c'est pas encore performant aujourd'hui avec GPT-4, mais GPT-5 ça va être un tueur de métiers là-dessus, sur le développement en tout cas. Et à part être développeur ou ingénieur dans l'intelligence artificielle, dans la cybersécurité ou dans la blockchain, qui sont des développements extrêmement compliqués, enfin tout ce qui est accessible à l'IA dès demain, c'est ces métiers-là qui sont plus à risque que le métier que vous avez vous en tant que comptable, machin, etc. Les métiers qui pour moi aujourd'hui m'inquiètent, les métiers qui vont disparaître, c'est soit les nouveaux métiers créés avec l'IA comme les prompts ingénieurs, etc., que je vois partout, hein. Là sur LinkedIn en ce moment j'en vois des dizaines et des dizaines, et j'ai envie de leur dire mais arrêtez tout les gars parce que vous allez vraiment dans une voie de garage, et si vous vous renseignez un peu sur l'intelligence artificielle, d'ici 1 mois, allez 2 mois maximum, votre métier est sucré déjà. Par l'intelligence artificielle elle-même en fait. Et c'est là où c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, c'est là où il faut se diversifier quand on travaille justement dans l'intelligence artificielle. Ouais. D'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de répondre à de faire une discussion entre ChatGPT et ChatGPT. Et du coup, la discussion, elle est super longue. Ouais, et finalement, c'est long, mais après, c'est logique en soi. C'est pareil, les discussions qu'on voit. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que ça crée des prompts en lui-même. Par exemple, GPT, il écrit le premier chat rédige quelque chose de fausse, l'autre va lui répondre que cette chose est fausse et inversement. Oui, il va s'auto-corriger. Ouais, c'est ça. Alors c'est pareil. Les auto-GPT, tout ce qu'on voit un peu sur internet, n'utilisez pas ces outils parce que déjà c'est vérolé, c'est-à-dire que ça prend vos infos dans tous les sens. Et autre chose, c'est-à-dire que pour l'instant c'est pas abouti et que ça tourne très vite en rond. Ça tourne très vite en rond et ça vous écrit très vite. Ça vous fait trop de contenu pour pas grand-chose en fait. Ouais, je suis d'accord. Et je pense à des solutions comme Copy.ai ou c'est Write, ça, par exemple. ce genre par exemple, oui, effectivement, ces deux-là par exemple, ça tourne très vite en rond et c'est pas cohérent par rapport à votre idée de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez ChatGPT, ça fonctionne très bien. N'allez pas chercher ailleurs pour l'instant des outils extravagants. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent, etc. C'est pour ça que moi je vais vous mettre des choses en place pour que vous puissiez aller voir ces sites-là, où il y a des choses à en tirer plutôt intéressantes.
Mais vous embêtez pas, pareil, à aller chercher voilà, des sites un peu bizarres où ça va réfléchir à votre place. Une chose est sûre, aujourd'hui, la machine ne réfléchit pas à votre place, ça n'existe pas. L'IA généraliste, enfin l'IA forte, l'IA générale n'existe pas, c'est de la science-fiction. On en est à des années-lumière pour l'instant d'inventer ce genre d'IA. Ça n'existe pas, donc cette IA-là, en fait, va juste prendre des mots et va prendre une suite logique à ce mot-là. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, ça pourrait être un bon sujet, tu vois, par exemple, je vois devant Sylvie qui m'a écrit une phrase, ça pourrait être un bon sujet, bah après, bon, il va se considérer que sujet, par rapport avec ce qui a été écrit précédemment, c'est logique que le mot sujet apparaisse juste après. Voilà comment fonctionne un peu ChatGPT pour extrapoler très fortement, pour faire comprendre aux gens. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettez-vous bien en tête que c'est pas une machine qui réfléchit à votre place, c'est juste une machine qui fait de la logique. C'est-à-dire que elle fait des pourcentages, et par rapport à ces pourcentages-là, elle va dire qu'à 99%, c'est ce mot-là qui doit apparaître à la suite de ce mot-là, ou de ce groupe de mots-là. Tu vois. Donc c'est là où je vous dis, ne faites pas confiance aveugle à l'IA, ne commencez pas à dire que vous avez trouvé une IA extraordinaire. Là ça me fait rire, les posts LinkedIn, vous connaissez ChatGPT, mais vous ne connaissez pas AutoGPT. Oh là là, vous n'avez pas terminé. Alors ça va travailler à votre place, ça va réfléchir, ça va créer votre business. Bientôt, ça va contacter votre comptable et votre banquier. Non mais j'entends des conneries et je vois des conneries à longueur de journée. Méfiez-vous de tout ce que vous voyez, encore une fois. Cherchez l'info, même par vous-même. Aujourd'hui, même si GPT-4 est connecté à Internet, il vous donne les sources. Donc vérifiez aussi les sources de GPT, parce que, encore une fois, on parle de logique quand on parle d'IA. Voilà, on parle pas d'invention ou autre. Pour répondre. Super intéressant. Alors, je vais prendre un gros risque. Vas-y. Je vais profiter de votre expertise, Asma et toi, pour challenger mon idée de start-up. Vas-y. Donc, mon idée de start-up, c'est EDD pour étudiants de demain. Vous pouvez checker, mais le site n'est pas encore live. Pour l'instant, il est en local, il n'est pas encore sur Internet. D'accord. L'idée, c'est de permettre aux clients de proposer des projets de rédaction. Par exemple, tu pourras dire je veux qu'on me rédige un post LinkedIn par jour pendant un mois. Ouais. Et du coup, ce projet-là, il est transmis, mis à la visibilité d'étudiants freelance qui vont accepter ce projet et qui vont du coup s'aider de notre IA, du coup que nous on a l'API, etc. Uh-huh. Et les prompts, et pour générer du contenu. Donc il y a cette touche IA, mais qui est pilotée par un humain pour créer du contenu. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut. Vas-y Asma, je laisse répondre. Je pense que le côté déjà intégrer des étudiants pour un petit peu piloter ce que l'IA produit, c'est juste super intéressant. En tout cas, je trouve ça une super bonne idée. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à la triche, etc., en fait, finalement, et comme Arnaud, tu viens de le dire, et vous venez de le dire, finalement, créer un projet comme ça d'un claquement de doigts avec l'IA, c'est aujourd'hui, en tout cas, avec ChatGPT, c'est pas faisable. Et il y aura des métiers, je pense, qui vont disparaître, tout comme développeur web. C'est ça. Ouais, le front, ouais. Le front, oui, il risque de disparaître. Ouais. En fait, je pense qu'on va supprimer toutes les tâches fatidiques parce que, honnêtement, aujourd'hui, moi, quand je dois coder pour mes cours des serveurs en C, où je me répète tout le temps les mêmes lignes, enfin, au final, je change juste un chiffre. Je fais limite des copier-coller des fois. Enfin, voilà, je trouve ça dommage. Je préfère mettre mon énergie autre part, vraiment dans la réflexion de comment pousser le projet plus loin. Totalement. Je préfère donner ma logique dans le développement des champs des possibles qui sont possibles avec mon cerveau, justement, ma logique. Et voilà, et donc je pense que faire de l'IA un outil, une aide, un accompagnement, c'est vraiment la clé. Et non pas faire de l'IA le tout. Ça, je pense que, de toute façon, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Je pense que le fait que ce soit un outil, c'est la base. Ton idée est très très bonne, Ronnie. Merci, Ronnie. Merci. Merci, Ronnie. Merci, j'allais dire Rimo. C'est pas Rimo, ton nom, c'est... je l'ai plus, excuse-moi. Ellie, c'est ça, Ellie, je crois. Merci, Ellie. Merci à ceux qui sont intervenus. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on se quitte ?
En tout cas, c'était vraiment super. Merci beaucoup Arnaud pour cette invitation. Et j'ai passé un super moment de partage, d'échange. Avec grand plaisir. Et voilà. Avec grand plaisir. Et merci à toi. Hâte de te retrouver en tant qu'intervenant aux events Kaouya. C'est clair. J'ai vraiment hâte et je pense que pour les auditeurs aussi, je pense que on saura peut-être la date bientôt, j'imagine, Asma. Parce que pour l'instant, c'est pas encore organisé. Bientôt, ouais. Je pense que je vais bientôt. Là, tout de suite, c'est pas encore fixé, mais j'ai à peu près la date. une fenêtre. Super. Je le partagerai avec grand plaisir et puis et forcément, si on peut se voir là-bas, ça sera génial. Merci à toi surtout d'être la première invitée. Hein. Tu ouvres le bal de tous les invités qui vont arriver par la suite. La semaine prochaine, ça sera Benjamin. Franchement, c'était. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'était cool, c'était super. Eh ben génial. La semaine prochaine, ce sera du coup Benjamin, qui est expert en cybersécurité justement et développeur blockchain et autres. Donc là, on va rentrer un peu dans le technique, un peu dans le dur de l'intelligence artificielle. Mais c'est tout aussi un autre regard et on va essayer de simplifier les choses, bien sûr. Mais merci à tous, encore une fois, merci à toutes les personnes qui étaient sur LinkedIn pour nous écouter, pour l'enregistrement en direct. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute, vraiment vous êtes nombreux, c'est fou et merci, ça prend de l'ampleur de quelque chose c'est une folie, vraiment merci, je suis vraiment très heureux de ça. N'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez m'ajouter Arnaud Forward, Asma Mtir pareil sur LinkedIn, Ronnie Biam pareil, ou Rimo.fr pour les intervenants et tous ceux que j'oublie, enfin bref, merci à tous. On se retrouve du coup nous mardi prochain à 14h pour l'enregistrement en direct sur LinkedIn et jeudi à 17h pour la diffusion. Donc tous les jeudis à 17h sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute qui vont bien. Merci à tous, bonne journée Asma, bonne journée Ronnie, bonne journée Elia. Au revoir.